Alors bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue en salle de trading. Vincent Gann pour vous retrouver ce soir pour un bilan annuel de l'année 2014 sur les marchés financiers. Alors nous sommes ensemble ce soir pour revoir et mettre le doigt sur les grandes tendances qui se sont imposées en 2014, sur le marché actions, sur le marché des matières premières, sur le marché des devises. Et nous verrons que même si le CAC 40 peut sembler avoir fait une année globalement blanche, qui est plus ou moins le cas au fond, c'est même la réalité des choses, eh bien d'autres actifs ont connu des phases directionnelles extrêmement marquées. Et dans un second temps, nous essaierons d'envisager si ces grandes tendances qui se sont imposées en 2014 peuvent se prolonger en 2015. Nous passerons en revue, selon l'analyse graphique, les 5 plus grosses pondérations de l'indice CAC 40, notamment le titre Total qui d'ailleurs aujourd'hui pour la première véritable séance de l'année perd 6%, toujours pénalisé donc par la poursuite de la tendance baissière des prix du pétrole. Alors bienvenue, bilan annuel de l'année 2014. Je vais simplement vérifier que le son et l'image fonctionnent normalement. Si quelqu'un peut me le préciser, ce serait parfait. Comme ça, voilà, donc bonsoir, a priori ça a l'air de fonctionner normalement, donc c'est parfait. Alors, quelles sont les tendances fortes qui se sont imposées en 2014 ? Vous avez sous les yeux un graphique qui superpose la performance annuelle, donc celle qui a eu lieu entre le cours de clôture du 31 décembre 2014 et le cours de clôture du 31 décembre 2013, et le cours de clôture du 31 décembre 2014. Je pense que vous avez sous les yeux une synthèse qui représente bien ce qui s'est passé en 2014 de manière générale sur les marchés financiers, puisque sont rassemblés ici différents actifs appartenant à différentes classes d'actifs. J'ai sélectionné, pour commencer, c'est une introduction, 5 actifs, enfin 3 indices, donc le S&P 500 pour le marché action américain, le Bund pour la partie obligataire, sachant qu'à peu de choses près, nous avons là la performance des contrats de taux en Europe, le dollar américain pour le marché d'échange, le CAC 40, l'once d'or, l'euro en tant qu'indice devise, c'est ce que nous appelons l'euro index, le yen en tant qu'indice devise, c'est ce que nous appelons le yen japonais index, et enfin le WTI pour représenter les cours du pétrole. Et forcément, la première chose qui saute aux yeux, c'est la performance du pétrole. Le prix du pétrole perd 42% sur l'ensemble de l'année 2014. Et d'ailleurs, on peut d'ores et déjà constater que les deux premières séances de l'année voient cette tendance se poursuivre, puisqu'au moment où je vous parle, les cours du brut US, le contrat WTI, US Oil, c'est le CFD que vous pouvez négocier chez FXECM, atteint aujourd'hui le prix des $50. On parlera tout à l'heure, et nous essaierons de voir jusqu'où finalement peut baisser le prix du pétrole. Alors, d'ailleurs, nous verrons qu'il y a des conséquences sur le marché des actions, puisque le secteur pétrole et gaz est un des secteurs qui est le plus pénalisé sur l'ensemble de l'année 2014. Donc première chose à retenir, l'année 2014, si vous deviez citer un élément, c'est avant tout l'année de la chute des prix du pétrole. Et cette chute, elle a commencé quand ? Eh bien, si je prends ici donc la courbe du WTI, alors il s'agit ici de courbe de performance. Attention, on ne peut pas pratiquer l'analyse technique dessus. Il s'agit d'une superposition en termes de performance, et vous avez ici donc la première séance de l'année. Eh bien, vous pouvez donc constater que la chute du pétrole, on va zoomer, a commencé précisément en fait au second semestre. Et même plus réellement au mois de septembre, c'est là vraiment que s'est fait la chute du baril du pétrole, notamment suite à un faux signal haussier qui avait été donné sur le contrat Brent. Moins 42% pour le pétrole. Sur le marché d'échange, deux tendances se sont fermement imposées, c'est la tendance baissière du yen et la tendance baissière de l'euro. Alors bien sûr le yen japonais, la monnaie la plus faible en 2014, il abandonne 13,62%. D'ailleurs l'année ne commence pas réellement comme elle s'est déroulée en 2014, puisque le yen a tendance à se stabiliser, voire à rebondir lors des deux premières séances de l'année. L'euro, et vous en avez l'illustration depuis vendredi dernier, reste fermement sous pression, comme il l'a été en 2014, moins 11,73%. Et par contre, j'en viens à deux marchés qui finalement ont réalisé une année qui est plutôt neutre. C'est notamment le cas de l'once d'or et du CAC 40. L'once d'or s'est légèrement déprécié sur l'ensemble de l'année 2014. Quant au CAC 40, eh bien, vous le savez, il a abandonné 0,50% en 2014. Par contre, le CAC 40 n'est pas représentatif de la performance des marchés actions de manière générale, puisque les marchés actions américains, eux, ont bien performé, c'est une vraie progression.
le SP500 gagne près de 12% en 2014. Finalement, il y a une classe d'actifs qui a été fortement recherchée l'année dernière. Ce sont les contrats obligataires, les obligations d'État, mais aussi les obligations d'entreprise, notamment de bonnes signatures. Pourquoi ? Parce qu'on sait que les banques centrales sont derrière, sont acheteurs de toute façon en dernier ressort, et qu'elles permettront toujours aux États d'honorer leurs signatures. Alors, malgré une rémunération qui est extrêmement faible, et vous savez qu'actuellement la rémunération du Bund, donc qui est l'échéance obligataire d'État allemande à 10 ans, est inférieure à 0,50%. Alors ça ne veut pas dire qu'on touche 0,50% en 10 ans. On est rémunéré 0,50% chaque année pendant 10 ans. D'accord ? L'échéance 10 ans, c'est lorsque le capital est remboursé. Donc en dépit d'une rémunération extrêmement faible, le prix s'est fortement apprécié. D'ailleurs, la plupart des gérants obligataires gagnent de l'argent essentiellement sur l'évolution du prix de cet actif. Et sachez simplement, mais je ne l'ai pas indiqué ici, que la rémunération de l'OAT, donc qui est le même contrat que le Bund mais pour la France, a gagné 12% en 2014, alors que la rémunération du contrat d'État français à 10 ans, elle, est inférieure maintenant à 0,80. Clairement, le marché a entièrement confiance dans la capacité de la France à rembourser, ou en tout cas c'est là que se dirigent essentiellement les liquidités. Pourquoi ? Essentiellement grâce à l'action des banques centrales. Et c'est encore quelque chose que vous pouvez constater en début d'année. Donc pour résumer, l'année 2014 c'est l'année de l'effondrement des cours du pétrole, c'est l'année de la chute du yen japonais, c'est l'année de la chute de l'euro, c'est une année globalement blanche pour les marchés actions européens. C'est l'année de l'envolée du dollar américain, l'année d'une très forte appréciation du prix des obligations, notamment des obligations d'État, et enfin c'est une belle année pour les marchés actions américains. La question est, est-ce que ces grandes tendances peuvent se prolonger en 2015 ? C'est ce que maintenant nous allons essayer la question à laquelle nous allons essayer de répondre. Mais avant tout, revenons sur l'année 2014 du CAC 40. Je vous ai expliqué que c'était une année blanche, j'ai fait ici figurer sur ce graphique la performance du CAC 40 en 2014. Alors en effet, vous lisez bien, le CAC s'est légèrement déprécié en 2014, mais là, c'est sans tenir compte des dividendes réinvestis. Nous verrons tout à l'heure qu'en tenant compte des dividendes réinvestis, le CAC 40 s'est apprécié en 2014. 2014 a été une année chaotique pour le marché action parisien. Vous avez sous les yeux l'ensemble de l'année qui est répertorié. Finalement, tout s'est bien passé le premier semestre. Vous retrouvez ici cette période d'appréciation continue du CAC 40 entre janvier 2014 et le mois de juin 2014, où le marché montait de manière extrêmement linéaire jusqu'à atteindre 4600 points. Et depuis qu'on a atteint les 4600 points, on a eu 3 chocs de volatilité. 3 chocs avec à chaque fois derrière des inquiétudes macroéconomiques. Dans un premier temps, il a s'agi de l'Europe, et notamment l'été dernier, lorsque, ici et au mois d'octobre, mais l'été dernier, lorsque l'indice CAC 40 est passé de 4600 points à 4080 points, c'était essentiellement des inquiétudes propres à la zone euro, mais aux pays dits core, puisqu'il y avait du côté des indicateurs manufacturiers en provenance d'Allemagne des signes d'inquiétude qui n'ont pas été confirmés. Ensuite, au mois d'octobre, c'est le choc de volatilité le plus important qui a vu le CAC 40 passer de 4500 points à 3790 points, avec des inquiétudes sur la croissance économique mais pas propres à la zone euro, plutôt à l'échelle mondiale, notamment en provenance de certaines grandes économies émergentes. Et il suffit de prendre l'état actuel du niveau de la croissance économique en Russie, ou encore l'état actuel du niveau de la croissance économique au Brésil, pour comprendre la réalité du ralentissement économique de certaines grandes économies émergentes, émergées, peu importe, on peut dire les deux. Et en ce qui concerne la Chine et l'Inde, la croissance économique est toujours là, toujours puissante, mais elle a ralenti. Et enfin, dernier choc de volatilité, le moins important, celui qui a eu lieu la première quinzaine du mois de décembre, qui a été neutralisé par la seconde quinzaine du mois de décembre. Et là, en début d'année, les toutes premières séances de l'année, le marché a plutôt tendance à repartir à la baisse. Voilà donc une année blanche pour l'indice CAC 40, avec un second semestre plutôt chaotique. Ce qui donc n'est pas le cas des marchés actions US. Maintenant, qu'en est-il lorsqu'on raisonne en termes de gestion d'actifs, puisque vous savez que la plupart des fonds, et vous avez peut-être, si vous vous rendez dans vos banques, ou notamment, pu comparer la performance de fonds investis en actions, généralement on tient compte des dividendes. Forcément parce que la gestion classique, en actions
est traditionnellement acheteuse d'actions, hein, c'est de toute façon juridique. Les stratégies de vente sur actions sont extrêmement à la marge, donc on tient compte des dividendes réinvestis. Les dividendes vont dans la poche de ceux qui sont à l'achat sur les actions. Vous avez sous les yeux un graphique du CAC 40 GR, celui qui tient compte des dividendes détachés et qui viennent rémunérer l'acheteur de Total, l'acheteur de Saint-Gobain, bref, peu importe, des actions qui composent l'indice CAC 40. Sur l'année 2014, en tenant compte des dividendes réinvestis et d'une certaine façon grâce aux dividendes réinvestis, l'année est positive. Le CAC gagne un peu plus de 2%. Et c'est grâce à ces dividendes réinvestis que le CAC 40 en 2014 égale la performance de l'indice allemand DAX 30 et que celle du CAC 40 dépasse très légèrement celle de l'indice pan-européen Eurostoxx 50. Donc merci les dividendes, et c'est peut-être vous-même en tant qu'actionnaire individuel que vous avez eu la possibilité cette année d'encaisser des dividendes si vous êtes détenteur de ces actions qui les versent, notamment les grosses capitalisations boursières et notamment donc celle du CAC 40. Alors que penser maintenant de l'année 2014 dans le cycle de long terme du marché action parisien? Vous avez ici un graphique en données mensuelles qui vous propose l'évolution du marché depuis 25 ans. Donc on a de quoi prendre du recul. Et nous allons zoomer sur la période un peu plus récente. Voilà à quoi ressemble la seconde partie de l'année 2013, mais essentiellement l'année 2014 sur le CAC. Vous retrouvez ici le premier semestre de l'année 2014, qui avait vu le CAC monter de manière très linéaire de 4100 à 4600 points. Et vous retrouvez ici ces fameux 3 chocs de volatilité dont je vous ai parlé, celui du mois de juillet, celui du mois d'octobre et la première quinzaine de décembre dernier. Au final, si on fait la synthèse sur ces graphiques de long terme, les 3 chocs de volatilité de l'année 2014 n'ont pas fait sortir le CAC de son range en place depuis maintenant 1 an et demi. Un range qui existe entre 4100 points et 4600 points. Le CAC 40 évolue au sein d'un canal haussier à faible pente. Il en a testé d'ailleurs la partie haute en juin dernier à 4600 points. Et désormais, il reste collé plutôt à proximité de la partie haute, mais au sein d'un trading range. 4100 points, 4600 points, vous êtes ici face à un graphique en données mensuelles. Et lorsqu'on revient sur ce qui s'était passé en octobre dernier où le CAC était à 3790, le signal de cassure des 4100 n'était pas donné, parce que sur des graphiques de long terme, seul compte le cours de clôture. Sur un graphique mensuel, le signal est donné à la clôture du mois, la dernière séance du mois. Et donc si vous vous concentrez sur ce chandelier ici du mois d'octobre 2014, certes à la mi-octobre on était à 3790, mais on a clôturé le mois d'octobre à 4150. Idem au mois de décembre. Si vous prenez le chandelier du mois de décembre, certes vous avez peut-être vu 3920 sur le CAC, donc à ce moment-là vous avez vu 3920 sur le CAC, vous vous êtes dit bah c'est cassé 4100, on retourne à 3300 points. Et non, la dernière quinzaine, ce fameux rallye de Noël, a permis au marché de préserver en clôture mensuelle les 4100 points. En clair, en 2015, tant que le marché n'inscrit pas une clôture mensuelle sous 4100 points, il peut parfaitement rester au sein de son range 4100-4600 points. Quel serait un véritable choc de volatilité de long terme sur le CAC 40 et un signal de vente majeur? La première clôture mensuelle qui verrait le marché clôturer sous 4100 points. Et là, en effet, ce sera 3600 et 3300 points en 2015. Donc voilà en tout cas la clé technique que vous devez surveiller et ce type de graphique. L'horizon de temps mensuel, vous pouvez parfaitement le charger sur votre plateforme. Il vient de la plateforme FXM MarketScope, comme vous pouvez le constater ici. Donc vous pouvez aussi le charger vous-même et observer justement ces gros niveaux mensuels. Et vous observez que dans le passé, c'est vraiment un pivot horizontal très important. Voilà donc pour le bilan 2014 du CAC 40 et pour les perspectives de l'année 2015. Maintenant, comment s'inscrit le CAC 40 dans l'environnement intramarché? En clair, comment s'inscrit le CAC 40 au sein de la hiérarchie indicielle internationale? Vous avez sous les yeux un classement sous la forme d'un histogramme des principaux indices boursiers en performance annuelle. Alors il s'agit de la différence entre le cours de clôture du 31 décembre 2013 et le cours de clôture du 31 décembre 2014. Honneur au marché action argentin qui s'apprécie de plus de 60%. Honneur, et ça a été essentiellement fait au dernier semestre, au marché action chinois à travers la bourse de Shanghai ou encore au marché action indien qui s'apprécie à 2 chiffres. Ces 3 marchés, l'Inde, la Chine, l'Argentine gagnent
en 2014 entre 30 et 60%. Au sein des marchés actions occidentaux, la palme revient au marché actions américain et en Europe au marché actions belge. Alors, il peut être intéressant de savoir quels sont les secteurs d'activité qui composent le marché actions belge, mais clairement, au sein des marchés actions occidentaux, c'est le Nasdaq, comme d'habitude, le compartiment technologique du marché actions américain, qui s'est apprécié, puisqu'en 2014, le Nasdaq 100 gagne 19,5%, l'indice BEL 20, qui est l'indice de la bourse de Belgique, gagne 12%, le SP500 11,40%, le marché actions suisse est tout à fait performant, et d'ailleurs il a je trouve une belle structure graphique. Je vous invite à le regarder puisque l'indice SMI, vous pouvez le négocier. Et donc ensuite, le marché actions du Canada, le Dow Jones, le Nikkei. En Europe, au sein des marchés du sud de l'Europe, l'IBEX est bien repris. Et donc on retrouve en queue de peloton, hors dividendes réinvestis, le CAC 40. Le CAC 40 a donc été légèrement négatif en 2014, mais attention, rappelez-vous que le DAX, lui, est calculé de manière standard en tenant compte des dividendes réinvestis. Donc, finalement, en utilisant les dividendes, le CAC 40 gagne quelques places et finalement s'inscrit à peu de choses près dans ce que le DAX et le MIB, l'indice italien, ont réalisé en 2014. Mais au fond, clairement, en 2014, si vous avez fait le choix du CAC 40 en tant qu'actif à la recherche de performance à l'achat sur le marché actions, ce n'était pas le meilleur choix. Il fallait choisir au sein des marchés actions développés le marché actions américain et au sein du marché actions américain le compartiment technologique. Vous avez sous les yeux la décomposition de l'indice CAC 40 en indice sectoriel. Ce n'est pas parce que le CAC 40 a fait une année blanche, ce n'est pas parce que le CAC 40 termine l'année en légère baisse ou en léger gain en tenant compte des dividendes que toutes les actions du CAC ont fait zéro. Au contraire, c'est justement parce qu'il y a une hiérarchie sectorielle très marquée, à savoir des secteurs qui ont gagné énormément et des secteurs qui ont fortement chuté, des titres du CAC qui se sont enflammés et des titres du CAC qui se sont écroulés, qu'au final le CAC est à zéro. L'année 2014 rappelle l'importance du stock picking. L'année 2015 verra aussi FXCM, peut-être votre broker, vous proposer la négociation sur les actions françaises, et notamment celle du CAC 40. Il nous faudra vous proposer un travail de stock picking. En clair, ce n'est pas parce que le CAC baisse ou monte ou ne fait rien que toutes les actions du CAC vont faire la même chose. Et nous utiliserons essentiellement donc l'analyse technique, mais pas seulement des 40 actions du CAC. Alors ces 40 valeurs du CAC 40, elles s'inscrivent dans des secteurs d'activité. Ça c'est très important. Voici les secteurs d'activité principaux, le secteur des télécommunications, les biens de consommation, le secteur technologique, les services aux consommateurs, la santé, services aux collectivités. Services aux collectivités, c'est EDF, GDF, Suez, c'est ce qu'on appelle les utilities, bref, retenez tout ce qui est aussi lié à l'environnement. Les sociétés financières rassemblent les grandes valeurs bancaires et les grands titres de l'assurance, l'industrie, pétrole et gaz et matériaux de base. Sans surprise, l'année 2014 voit le secteur pétrole et gaz et matériaux de base fortement reculer. Alors, vous en comprenez la raison principale, la chute du prix des métaux le plus en lien avec l'économie réelle, et je vous invite notamment à observer la performance du cuivre en 2014, mais pas seulement, et forcément la chute du prix du pétrole. Au sein du CAC 40, nous verrons tout à l'heure, lorsque nous allons évoquer les actions de l'indice français, le titre Total ou encore le titre ArcelorMittal sont sans surprise les secteurs qui font partie des secteurs les plus faibles. C'est davantage une réalité pour le titre Technip ou encore CGG hors CAC 40 en ce qui concerne le secteur pétrole et gaz. Un secteur sort clairement du lot en 2014, il s'agit du secteur de la télécommunication qui est représenté dans l'indice parisien par le titre Orange, Orange ex France Télécom. Alors je tiens à préciser que le titre Orange rassemble les activités de téléphonie fixe ainsi que de téléphonie mobile, l'internet, la fibre, bref, c'est vraiment l'ancien titre France Télécom. Orange, ex France Télécom, a fait une belle année 2014. Le titre, vous allez le voir tout à l'heure, gagne plus de 50% et est en train de rattraper ses pairs européens. Il y avait probablement un retard de valorisation,
mais aussi, en ce qui concerne les actions françaises, probablement un retard à combler vis-à-vis du titre Iliad, maison mère de Free Telecom. Voilà en tout cas ce que vous devez retenir. Pétrole et gaz et matériaux de base ont été des secteurs fortement vendus en 2014. Cela peut-il se reproduire en 2015? Tout dépendra du prix des matières premières. Mais éventuellement, si nous observons en 2015 une stabilisation du prix des matières premières, peut-être qu'il va falloir s'intéresser à certains titres qui pourraient en bénéficier. Total, peut-être que vous avez vous-même dans vos portefeuilles du titre Total. Quels sont les niveaux techniques à suivre sur Total? Je vous en parlerai tout à l'heure. En ce qui concerne le secteur des télécommunications, c'est un secteur qui bénéficie d'un environnement de consolidation capitalistique au sein de la zone euro, mais au sein même de la France. Je ne peux par exemple vous citer l'opération Numéricable SFR qui a fait beaucoup parler d'elle. Il y a aussi un certain nombre de rumeurs, Iliad qui serait intéressé par la filiale d'Orange en Suisse. Il y a eu beaucoup d'opérations de fusion et d'acquisition dans ce secteur en Angleterre, en Espagne. Rappelez-vous encore d'Iliad qui envisageait acheter un acteur nord-américain des télécommunications. Et autant vous dire qu'en 2015, la spéculation et les prochaines opérations de fusion-acquisition dans ce secteur ne sont pas terminées. Donc, à la question que vous vous posez peut-être, faut-il en 2015 s'intéresser au secteur de la télécommunication? Ma réponse est oui. Je pense que c'est un secteur qui va clairement surperformer le marché action, quoi qu'il arrive à ce marché action. Les actions françaises. Vous avez sous les yeux un palmarès qui vous propose l'évolution annuelle des principales actions françaises, avec une performance arrêtée à la fin décembre, mais bon, nous avons rigoureusement la hiérarchie action qui s'est déployée donc en 2014. Alors, Orange, c'est le grand titre gagnant de l'année 2014. Alors je ne sais pas si parmi vous, quelqu'un a dans son compte titre ou dans son PEA du titre Orange, mais vous avez fait en 2014 une belle affaire. Et autant vous dire que je pense que l'année 2015 peut être à nouveau une belle année pour le titre Orange. 57% de performance annuelle. Si c'était un des titres qui figurait dans votre compte titre, vous devez avoir forcément le sourire, puisqu'on voit que le numéro 2, Valeo ou encore Veolia, eh bien, ont une performance 2 fois inférieure. Alors ensuite, un certain nombre de titres que l'on retrouve dans les secteurs que nous avons évoqués tout à l'heure apparaissent, notamment le secteur technologique à travers la belle performance de Capgemini, le secteur de la santé, car au fond finalement, sur l'année 2014, vous l'avez vu tout à l'heure, le CAC 40 est à 0, mais c'est une année qui est profondément défensive sur le CAC 40. Pourquoi défensive? Le secteur de la télécommunication, c'est défensif. Le secteur de la santé, c'est défensif. L'industrie, pétrole et gaz et matériaux, les banques, c'est clairement ce qu'il y a de plus sensible à l'économie réelle. Donc c'est du cyclique. Donc l'année 2014 est une année clairement défensive pour le CAC 40. Et je pense que notamment ce secteur de la technologie ou encore ce secteur de la télécommunication pourrait être encore surperformé. Car là on ne parle que de surperformance. Je ne peux pas vous dire en l'état, en valeur absolue, quelle sera la performance. Donc Orange, ça a été un titre recherché qui devrait avoir une belle année en 2015 et je vous montrerai pour ça des arguments d'analyse technique tout à l'heure. Forcément, lorsqu'on évoque le cas de la santé, on évoque le cas d'Essilor International, qui est un groupe français qui est bien positionné, et notamment aux États-Unis. Alors bon, ils sont dans tout ce qui est optique et c'est plutôt pas mal. Au sein des secteurs défensifs, eh bien, vous retrouvez, alors je vous parlais tout à l'heure du secteur du luxe ou encore du secteur de la santé, mais regardez au sein du secteur du luxe, la belle performance des titres L'Oréal et LVMH, qui sont des titres qui ont une importance en termes de pondération dans le marché parisien. Je vais tout à l'heure vous rappeler le poids de ces actions dans le marché parisien. Au sein du secteur bancaire, Crédit Agricole sort du lot, puisque c'est un secteur qui est globalement négatif sur l'ensemble de l'année, mais Crédit Agricole est clairement sorti du lot. Et maintenant, quels sont les titres qui ont été fermement vendus? Eh bien, sans surprise, tout ce qui est lié à l'industrie, au secteur des matières premières, les métaux notamment, avec un repli très net d'ArcelorMittal, moins 23% en 2014. Au sein du secteur pétrolier, les actions qui sont le plus sensibles au prix du pétrole ne sont pas les compagnies pétrolières, mais ce sont les actions, les entreprises appartenant au secteur des services pétroliers. Au sein du CAC 40, le leader des services pétroliers, c'est le titre Technip, moins 25% en 2014. Hors CAC 40, CGG. Nous sommes là dans le transport des produits pétroliers ou encore l'exploration.
Alors, quels sont les poids lourds de l'indice CAC 40 susceptibles d'influencer ce marché? Les voici. Vous avez ici donc un graphique qui vous propose, à la fin décembre, mais ça n'a pas changé, le poids des 40 valeurs du CAC 40 dans le CAC. Qu'est-ce que ça veut dire? Total représente 9% du CAC. Ça veut dire que si un jour Total perd 10%, Total expliquera à elle toute seule 0,9 points de baisse du CAC. 0,9%. Aujourd'hui, Total perd 6%. Total pèse 10% du CAC, le CAC perd 3,20. Sur les 3,20, vous en avez 0,6 imputable au seul titre Total. En clair, lorsqu'on fait de la prévision boursière sur l'indice CAC 40, il faut clairement s'appuyer sur la prévision boursière des poids lourds. Si votre prévision boursière des 5 plus gros titres du CAC vous permet d'anticiper un intérêt plutôt acheteur ou des points d'entrée, peut-être que ces 5 titres pourront donner un point d'entrée sur le CAC. Donc ça, ce sont des choses qu'il faut maîtriser. Quels sont les poids lourds sur lesquels on va revenir? Et puis pas seulement, je vous proposerai aussi une analyse technique du titre Orange, forcément, parce qu'Orange, ex-France Télécom, c'est le titre qui a gagné 50% en 2014. Total, Sanofi, L'Oréal, LVMH, BNP Paribas sont les 5 leaders du CAC. Ce sont les 5 titres qui dépassent 5% du CAC 40. BNP Paribas représente 5,5% de la modélisation du CAC 40. LVMH représente 6% du CAC. L'Oréal, 6,5%. L'Oréal, LVMH, le luxe, plus de 12% du CAC. Sanofi, le secteur de la santé, 9% du CAC, tout comme Total. D'ailleurs, Sanofi et Essilor International sont des titres généralement recherchés, auxquels il faudra s'intéresser. Et commençons donc par justement le meilleur performeur de l'année 2015, le titre Orange. Honnêtement, l'analyse technique des actions françaises, vous allez voir, c'est un plaisir, surtout lorsqu'on la pratique sur des graphiques de long terme. Il y a des signaux techniques qui, sur les actions françaises en données hebdomadaires, sont vraiment confirmés lorsqu'ils sont bien propres. Et je pensais notamment, je ne l'ai pas ici, mais à des signaux d'achat qui avaient été donnés sur le titre Valeo lorsque le titre avait franchi les 50 euros. Le titre avait fait son objectif de cours théorique à 90, il est même monté à 100 euros. Regardez ici l'analyse technique mensuelle, standard vraiment du chartisme de base, du titre Orange. Le signal d'achat mensuel a été donné au milieu de l'année 2013. Sortir par le haut d'une figure de compression que vous connaissez tous, un vaste biseau descendant, et depuis vous avez une tendance haussière bien construite, bien accompagnée ici par un canal de progression, tout du moins une ligne de tendance. Comment se comporte le titre Orange sur ces graphiques de long terme? Alors on va zoomer dessus, puis vous allez le comprendre. Une jambe de hausse, un flat, une jambe de hausse, un flat, et une jambe de hausse. Orange gagne 50% en 2014. Où se trouve l'année 2014 du titre Orange? La voici. Je viens de zoomer dessus. L'année 2014, c'est 12 mois. Vous avez sous les yeux des chandeliers mensuels. Vous prenez donc les 12 derniers chandeliers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà où Orange a commencé l'année. Regardez cette belle année haussière d'Orange. Donc, vous comprenez forcément que si vous aviez pratiqué du stock picking et identifié une configuration graphique comme ça sur une valeur du CAC, forcément, être plus exposé à certains titres que d'autres et ne pas se contenter de reproduire l'indice fait qu'au final, il y avait 50% à prendre sur Orange et pas 0 du CAC. C'est ça le principe du stock picking et c'est ce qu'on essaiera de vous proposer. On espère pouvoir proposer les actions au premier trimestre. Lorsque je regarde ce graphique de long terme du titre Orange, j'ai simplement envie de m'intéresser à des niveaux de support pour acheter. Je vous invite à surveiller cette ligne de tendance haussière en données mensuelles ou éventuellement ce niveau horizontal qui passe à proximité des 13 euros pour chercher des points d'entrée. En tout cas, intéressez-vous à ce titre. Le titre Total, que penser du titre Total? Total perd encore 6% aujourd'hui, la valeur vaut 40 euros. Sans surprise, Total en 2014 s'est déprécié. D'ailleurs, le repli de cette compagnie pétrolière a commencé avant celui des prix du pétrole, mais s'est nettement accéléré lorsqu'au dernier semestre, les prix du pétrole ont entamé une phase baissière. Vous avez ici un zoom sur l'année 2014.
L'année 2014, le second semestre commence ici. Voilà l'impact de la baisse des prix du pétrole sur le titre Total. À cause de la chute du pétrole, Total est passé de 50 € à 40 € en gros. Donc, le titre a perdu 10 €. Bon, on voit que le pétrole en a perdu beaucoup plus. Que nous dit l'analyse technique sur le titre Total? Vous êtes à nouveau ici face à un graphique de long terme, donc en données mensuelles. C'est intéressant de noter, et je vous en avais parlé à ce moment-là, qu'à la mi-octobre, le titre Total a fait une touchette à 38,50 €. 38,50 €, c'était un point qui m'intéressait. Pourquoi? Car il s'agissait en fait d'un pullback sur cette ligne de tendance chartiste qui me semblait tout à fait intéressante. Au moment où je vous parle, Total vaut 40 €. Et clairement, je vous invite à vous intéresser à un nouveau test de Total des 38,50 €. C'est 38, en fait c'est 38,25 précisément ce point-là. Mais entre 38 et 38,50 pour chercher plutôt à se positionner long. Globalement, on arrive quand même dans des zones où le prix du baril, il avait fait un plus bas à 35 $ en 2009. On devrait quand même pouvoir se stabiliser entre 35 et 50 $. C'est un titre qui a quand même bien réalisé, bien résisté. Je vous invite à vous y intéresser à proximité de cette ligne de tendance, donc des 38,50. Que penser de BNP Paribas? Vous avez ici sous les yeux un graphique mensuel de BNP Paribas. Alors BNP Paribas, ça vous intéresse pourquoi? Parce que d'une part, c'est la première valeur bancaire du CAC 40. Nous l'avons vu tout à l'heure, le titre pèse entre 6 et 7% de l'indice CAC 40. Il existe un pivot horizontal sur ce marché, en utilisant donc l'analyse technique. Ce pivot horizontal, vous pouvez ici donc le voir, il a plutôt bien fonctionné ici entre 2010 et 2011. Il a actuellement bien fonctionné en 2013 et tout au long de l'année 2014, il a été régulièrement ici défendu par le marché et passe à proximité, vous le constatez, des 44-45 €. Donc ça, c'est une zone à surveiller sur le titre BNP Paribas dans un environnement où les valeurs bancaires sont quand même largement mises sous pression par les événements qui entourent la Grèce. Logique. Si la Grèce devait sortir de la zone euro et ne pas honorer ses différentes créances, quelles sont les banques qui en souffriraient le plus? Les banques majeures de la zone euro et notamment donc les grandes banques françaises. Même si on peut imaginer derrière qu'il y aurait des aides de la Banque Centrale Européenne, peut-être des recapitalisations, comme à l'époque où les banques européennes avaient renoncé à 50% de leurs créances vis-à-vis de la Grèce. Dans tous les cas, ce sont des titres qui sont mis sous pression. Voilà en tout cas un pivot ici à surveiller sur le titre BNP Paribas, car si le marché devait basculer en dessous, le titre rechuterait en direction des 40 €. Donc ça, c'est vraiment important à surveiller. L'Oréal. Alors autant vous dire que L'Oréal, avec Orange, mais à bon prix, fait partie de mes titres favoris du CAC 40. L'Oréal, LVMH, c'est le secteur du luxe. 7 fois mieux que le CAC en 2014, 7 à 8% de perf. C'est hyper bien construit sur le plan d'analyse technique. C'est complètement étanche à tout ce qui peut se passer en Grèce, soyons d'accord. Perspective de développement de toute cette industrie française du luxe, ce n'est pas au sein de la zone euro. Vous avez ici un graphique mensuel, moi qui m'intéresse, et je vous invite à clairement exploiter une zone qui se trouve ici, je vais zoomer dessus, aux alentours des 130 € pour chercher des achats sur le titre L'Oréal. 3 chocs de volatilité sur le marché action parisien en 2014 se sont simplement traduits par une phase de transition latérale extrêmement propre sur ce titre, qui représente plus de 6% aussi du CAC 40, ce qu'on a vu tout à l'heure. Je pense que clairement ce titre a de fortes probabilités d'être encore recherché en 2015, et pour ma part, je pense que 160 € peut être un bel objectif de cours. Alors, lorsque vous regardez ce graphique, vous n'avez pas l'impression que c'est du CAC 40, mais pourtant cette valeur fait partie du CAC 40. Donc, c'est ce qu'on appelle le stock picking, identifier des configurations graphiques propres à un indice, mais qui s'écartent complètement de la performance moyenne de l'indice. Si vous avez ce type de titre en portefeuille, clairement, ça fait partie des lignes à conserver. De manière générale, ce qui appartient à l'industrie du luxe. Si vous n'en avez pas, lorsque vous estimez que le CAC 40 est sur un niveau de support,
Ça fait partie des actions auxquelles il faut s'intéresser en priorité. Tout n'est qu'histoire de timing, hein, même lorsqu'on gère un portefeuille d'actions. Pourquoi Sanofi m'intéresse? Parce que Sanofi appartient au secteur de la santé, au secteur pharmaceutique, qui lui aussi est un secteur en consolidation permanente. Voici à quoi ressemble l'année 2014 du titre Sanofi. Nous ne retrouvons pas les différents chocs de volatilité du CAC. Le titre fait clairement sa vie. Un niveau de support m'intéresse, le niveau des 70 euros. Sur 70 euros, je pense que c'est un niveau sur lequel on peut se positionner sur ce titre. Et nous aurons l'occasion de vous en reparler cette année lorsque vous aurez la possibilité de vous placer via votre compte. Alors ArcelorMittal me sert à illustrer le secteur des matériaux de base et notamment la chute du prix des métaux sur le marché des matières premières. Il y a un niveau qui est très intéressant sur ArcelorMittal, c'est le niveau des 8,30 euros. Il s'agit tout simplement ici du plus bas de 2013, c'est un plus bas de plusieurs années. Vous avez ici la réaction du marché en décembre dernier. Voilà, nous sommes ici mi-décembre lorsque le CAC a fait 3920. Je vous laisse observer la belle mèche basse du titre ArcelorMittal, ici au contact des 8,30 euros. Petit bémol, c'est un titre hautement cyclique qui est clairement exposé aux perspectives d'évolution du prix des matériaux de base. C'est un producteur d'acier essentiellement. Cependant, je pense que 8,30 € est un bon niveau d'entrée sur ce marché. Alors je vous en parle, ce n'est pas un poids lourd du CAC, ça pèse pas grand chose, mais c'est le titre avec Technip qui a le plus baissé en 2014. Vous en avez peut-être en portefeuille, cela vous intéresse peut-être de savoir que 8,30 € c'est quand même un sérieux plancher chartiste. Technip. Alors je ne sais pas si vous avez du technique au sein de votre compte titre ordinaire, mais malheureusement c'est le titre qui a le plus reculé en 2014. Autant Total peut m'intéresser sur des prix proches de 38,50 €. Autant Technip, il est plus difficile de trouver une zone graphique d'intérêt et j'aurais tendance à chercher à plutôt rester à l'écart de ce marché. Alors maintenant continuons donc ce bilan annuel de l'année 2014 et venons-en au marché des changes. Sur le Forex, le leader, c'est le dollar américain, vous le savez. Voici le graphique que je vous propose. Alors attention, vous n'allez pas retrouver les paires de devises habituelles. Comment est-ce qu'on établit la performance d'une monnaie? Lorsque vous avez un cross de devises, une paire de devises, euro/dollar, EUR c'est la devise principale, dollar c'est la devise de contrepartie. Si vous voulez comparer face à différentes monnaies la performance du dollar en 2014, le dollar est la devise principale. Et les autres sont les devises de contrepartie. Regardez, je zoome, c'est à chaque fois USD qui est en premier. USD quelque chose, USD quelque chose, USD quelque chose, etc. Sans surprise, USD RUB, 63% de performance en 2014, effondrement du rouble. Où se trouve l'euro-dollar? Alors c'est une performance qui a été arrêtée mi-décembre. L'euro-dollar perdait à ce moment-là 10%, en réalité l'euro-dollar en 2014 en perd presque 12%, ce qui signifie que l'USD-EUR s'apprécie d'autant. Et à peu de choses près d'ailleurs comme l'USD-CHF, du point de vue des corrélations. Donc, j'ai fait le tour des monnaies. Aucune monnaie ne s'apprécie face au dollar américain. Même la roupie indienne, même le cross de devise USD-INR est flat. Le dollar US s'apprécie légèrement face à la roupie indienne. Je vous rappelle que le marché action indien a été fermement recherché en 2014. Est-ce que cela peut se prolonger en 2015 ? Tout dépendra de ce que fera la Fed du point de vue de ses taux d'intérêt. La Fed peut-elle réellement, Janet Yellen, sera-t-elle chiche, si vous me permettez l'expression, de relever ses taux d'intérêt en 2015 dans l'environnement actuel? Est-ce réellement sérieux d'engager un cycle haussier des taux d'intérêt alors que la croissance économique mondiale ralentit? Vu de la zone euro, ça paraît pas crédible. Forcément, nous sommes enfermés au sein d'une zone économique qui peine à s'extraire de 0 à 0,5% de croissance par an. Nous sommes très contents quand le marché envisageait 0,2% de croissance et qu'on fait 0,4%. Mais sachez que dans un certain nombre de pays, il y a des taux de croissance entre 5 et 10%.
Prenez la plupart des grands pays émergents d'Asie, regardez par exemple les taux de croissance en Indonésie, c'est plus vraiment le cas du Brésil, mais pour l'Amérique latine, mais prenez même encore la Chine, l'Inde et beaucoup de grandes économies d'Asie-Pacifique, ce n'est pas le même type de croissance que nous. Prenez même les États-Unis. Donc, vu des États-Unis, l'Europe, ça paraît loin. Vu des États-Unis, il y a là-bas un optimisme qui est beaucoup plus développé qu'au sein de la zone euro. Et donc, vu des États-Unis, un scénario de hausse des taux d'intérêt est envisageable. Ce qui fait qu'au fond, le dollar américain pourrait rester en 2015 une monnaie bien orientée. Le dollar américain peut-il refaire le même type de performance qu'en 2014? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense que le dollar US restera une monnaie bien recherchée en 2015, et notamment donc face aux devises européennes. D'ailleurs, en début de semaine, vous savez que le dollar US a dépassé la valeur de 1 franc suisse. Donc ça c'est important, et clairement je fais partie des analystes qui pensent qu'en 2015, l'euro-dollar ira à 1,10. Et donc que l'USD-EUR va encore s'apprécier cette année. Et donc l'euro-USD se déprécie. Alors justement, l'euro-dollar. Alors ça c'est marrant parce qu'il s'agit d'une capture d'écran que je vous ai préparée vendredi. Vendredi d'ailleurs j'ai publié un article que vous avez peut-être lu sur Investing qui en l'état disait, voici quel était le titre. En cas de cassure des 1,20.40, les 1,20.40 sont le plus bas de 2012, le marché se dirigera vers 1,1876 et 1,1640. 1,1876, l'objectif a été atteint, puisque le marché a fait 1,1862. Suite à l'ouverture d'un gap baissier la nuit dernière entre 1,1976 $ et 1,20 $. Le marché revient donc ici sur son plus bas de 2010 et ayant fait une incursion en deçà, l'euro-dollar revient sur un plus bas de 9 ans. Car voici ce qu'il y a entre 1,1876 et 1,1640, eh bien il n'y a pas grand chose. Il n'y a même presque rien du tout. Donc voilà où nous en sommes en fait sur ce marché. Et ça c'est important à savoir. Voilà donc où en est la paire euro-dollar. Regardez un peu dans quel no man's land technique le marché entrerait si une clôture avérée sous 1,1876 avait lieu. En clair, le marché coulerait rapidement en direction des 1,1640. Qu'y a-t-il en dessous de 1,1640? Rien. Alors certes, on peut toujours trouver des niveaux techniques, mais je fais partie des analystes qui estiment que le signal de vente majeur a été donné ici, à la cassure des 1,22 $, à la cassure est sortie par le bas d'un vaste triangle symétrique, à la cassure de la fameuse moyenne mobile à 200 mois, qui est parfaitement plate et qui passe à proximité ici des 1,22 $. Je m'intéresserai donc en 2015 toujours au niveau de résistance de la paire euro-dollar, et il me paraît tout à fait crédible d'envisager une baisse du marché en direction des 1,1640 au mois de janvier 2015, je ne sais pas, mais tout au moins au premier trimestre 2015, et des objectifs situés à proximité des 1,10, 1,11 $ en 2015, probablement courant second semestre. Bon, après la prévision boursière annuelle, admettez comme moi que c'est hyper aléatoire et qu'au fond personne ne le sait, mais c'est toujours bien d'avoir des repères d'analyse technique. Les matières premières, sans surprise, ce qui a vraiment impacté l'année 2014, c'est la chute des métaux et du pétrole. Pourquoi Technip, CGG, Morel et Prom chutent en 2014? Mais vous avez la réponse sous les yeux. Voici les cours du pétrole. Pourquoi ArcelorMittal, grand producteur de métaux, chute en 2014? Vous avez la réponse sous les yeux. Regardez le prix des métaux. Ne serait-ce que les cours du platine ou encore du cuivre. Le cuivre étant le baromètre au sein des métaux industriels pour refléter au mieux l'économie réelle. Zoom sur le pétrole. Alors cette capture d'écran a été réalisée vendredi. J'avais figuré à ce moment-là deux niveaux sur mon graphique. D'une part le niveau des 50 $. Le niveau des 50 $ est un pivot important, c'est un chiffre rond. Il a été atteint et d'ailleurs il est possible qu'au moment où je parle le marché ait basculé en dessous puisque tout à l'heure il était positionné dessus. Quelle est la zone réelle où pourrait construire une phase de stabilisation ce marché? Que s'est-il passé en 2009?
zoomons sur l'année 2009. Pourquoi s'intéresser à l'année 2009? Parce que c'est à cheval sur 2008 et 2009 qu'a eu lieu le dernier choc baissier sur le prix d'énergie, et notamment le prix du pétrole. À l'époque, cette phase baissière verticale s'était conclue par une phase de range qui s'est déployée justement entre 36 $ et 50 $. Actuellement, voilà où est le prix du baril. Ici, c'est 50 $. On revient aussi encore plus loin dans le passé. À l'époque, ici, au début des années 2000, avant de donner un signal d'achat en franchissant les 36 $, justement zone où en 2009 on a construit une phase de stabilisation ici, entre 36 et 50, le marché évoluait ici entre 16,70 $ et 36 $. Est-ce crédible d'envisager un marché venant inscrire un creux majeur entre 16,70 et 36 $? Honnêtement, au regard notamment du développement économique des grandes économies émergentes depuis le début des années 2000, ça me paraît peu probable. Donc, je pense que nous pouvons en 2015 voir une stabilisation de ce marché entre 36 et 50 $. Reste que, pour envisager une stabilisation du marché, il faudrait déjà avoir une semaine de stabilisation, un mois de stabilisation. Et pour le moment, ce marché ne se stabilise pas. Quel serait le signe d'un mois de stabilisation? Eh bien, avoir un scénario de mèche basse, ou des chandeliers qui cesseraient d'être des grands corps rouges. Prenez les derniers chandeliers mensuels du WTI, ce sont des grands corps rouges, ça n'indique en rien une stabilisation. Vous l'avez compris, l'année 2014 est une année qui n'a servi à pas grand chose sur les cours de l'once d'or. Voici à quoi ressemblent les 12 derniers chandeliers mensuels de l'once d'or. On est légèrement en baisse sur l'année 2014, il ne se passe pas grand chose. On est finalement entre 1170 et 1200. Que peut-on envisager sur l'once d'or en 2015? Honnêtement, c'est franchement très difficile à dire. La seule chose que l'on peut noter, c'est que depuis quelques semaines, l'once d'or est relativement étanche au nouveau sommet du dollar américain. Et donc, d'une certaine façon, en tant qu'actif, on sent que certaines personnes se positionnent à ces niveaux-là. Je pense que l'avenir de l'once d'or en 2015 sera essentiellement dû à sa position en tant que classe d'actifs. C'est-à-dire qu'on sait que les liquidités se sont en 2014 fortement dirigées vers le marché des obligations, vers le marché du crédit en gros, d'États, d'entreprises, vers certains marchés actions, pas l'Europe, mais l'Europe bien sûr que si. Enfin, pas lorsqu'on regarde les indices, puisque c'est ce que je vais essayer de vous montrer, c'est qu'à l'intérieur des indices, il y a des actions. Mais clairement vers les marchés actions US. Alors, si nous devions observer par exemple des prises de bénéfices sur les marchés actions US, ou encore sur les marchés d'obligations d'État, peut-être que là, cet actif pourrait attirer des capitaux, mais ça resterait quand même à la marge. L'année 2015-2014 a été complètement plate sur le marché des métaux précieux. Qu'en sera-t-il en 2015? Ça, c'est la grande question, et honnêtement, je n'en ai pas la moindre idée. Mais j'aurais tendance à penser que sous les 1230-1240 $, on a globalement un biais qui reste plutôt baissier, avec un marché qui pourrait revenir tester les 1044 $. Et pour l'instant, on a eu une tentative de cassure ici qui avait été donnée en novembre, qui n'a pas été confirmée par une accélération baissière, et au contraire, l'once d'or a plutôt défendu la zone des 1170. Donc il est difficile d'envisager ce que nous réservent les métaux précieux pour l'année 2015. Voilà donc, c'est comme ça donc que se termine ce bilan annuel de l'année 2014 qui voulait surtout mettre l'accent sur les grandes tendances qui se sont déployées l'année dernière. Et puis désormais nous pouvons donc les laisser derrière nous, les oublier et se concentrer sur cette année 2015 qui s'ouvre. Je vous remercie donc d'avoir assisté à ce point de marché et je reste à votre disposition dans les points de marché habituels pour reprendre ces éléments-là ou envisager la suite des éléments. Comme d'habitude, l'année 2014 est terminée, elle se termine par ce bilan. Encore une fois, si vous nous avez rejoints ce soir, excellente année et mes meilleurs voeux pour l'année 2015. Et dans cette émission, à demain, 9h15, pour un point sur le DAX, le CAC, l'euro-dollar et l'once d'or en intraday.
Merci à toutes et à tous de votre attention et à demain.